Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de la télévision Labari. Débutons ce journal avec cette brève. Les acteurs de la société civile, à savoir Munkaila Halidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Meikoul Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger vont passer leur 82e nuit de détention dans les maisons d'arrêt, maisons de Daïkaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. L'affaire du détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale ne cesse de choquer au sein de l'opinion publique au regard des graves révélations faites par le rapport de l'audit. L'acteur de la société civile, Moussa Tchangari, se demande si réellement le président de la République a parcouru le rapport de l'audit dont il a lui-même demandé un extrait afin de le retrouver en partie magazine de ce journal. En tout cas, un citoyen qui lit, il est dépassé, il est choqué. Il s'est dit, mais les gens auxquels ce rapport est destiné, si l'ont vraiment lu, devraient ressentir ce que nous tous nous ressentons, à savoir avoir vraiment mal pour ce pays-là. Comment des gens ont pu faire des choses aussi graves? Parce que nous sommes dans un contexte de crise, et même si nous n'étions pas dans un contexte de crise, il y a des choses que vraiment on ne doit pas faire parce que c'est interdit, parce que c'est plus ou moins c'est immoral, etc. C'est contre toutes nos valeurs. C'est-à-dire, je ne parle même pas de constitution ou consort, c'est contre toutes nos valeurs, ce sur quoi nous avons été tous éduqués dans nos familles. On ne peut pas trahir les gens à ce point-là, même si on n'était pas dans un contexte comme ça. Maintenant, le fait que nous soyons dans un contexte comme ça, et que les choses sur lesquelles les gens se sont amusés peuvent avoir des conséquences. On a mis en œuvre des mesures d'austérité, notamment, par exemple, si vous prenez les différentes lois de Genève, celle de 2018 et celles qui l'ont suivi, ont quand même amené des mesures drastiques. On a pressuré les citoyens pour prendre l'argent. On dit on va faire face à cette situation sécuritaire parce que s'il n'y a pas la sécurité, rien ne marchera. Nous, on était un peu sceptiques. On trouvait que c'était pas un bon choix. Mais beaucoup de gens dans l'opinion trouvaient que peut-être ce choix-là s'impose. Qu'effectivement la sécurité c'est important. Donc mettons beaucoup d'argent. Il y a même des gens qui disaient on peut même mettre tous les budgets de l'État pour assurer la sécurité aux populations, ça vaut le coup. On met l'argent et on découvre maintenant la façon dont cet argent-là a été utilisé. Qu'on a trouvé le moyen d'enrichir quelques personnes. L'association Timidria a organisé ce matin la 7e édition de plaidoyer pour l'institutionnalisation de la Journée nationale de lutte contre l'esclavage. C'était en présence du directeur de cabinet du ministre de la Justice, du rapporteur de la CNDH et des défenseurs des droits humains. Le compte rendu est signé Ariata Salah et Aboubakar Souley. La présente rencontre est la 7e du genre qu'organise l'association Timidria chaque 8 juin, eu égard à la situation qui prévaut au Niger en proie à de nombreux défis liés à l'esclavage par ascendance. L'esclavage de notre temps est vécu sous diverses facettes, avec des ramifications les plus structurées dans les sociétés africaines dominées par l'ignorance et l'analphabétisme. C'est pour venir à bout de ces pratiques esclavagistes et discriminatoires au Niger que l'association Timidria a organisé ses plaidoyers pour l'institutionnalisation de la Journée nationale de lutte contre l'esclavage. Au Niger, malgré l'existence de l'arsenal juridique réprimant l'esclavage,
la volonté du Premier ministre à soutenir et à accompagner les actions de Timidria et les messages à la nation du président de la République en août 2011 et décembre 2011, nous constatons sur le terrain la perpétuation de certaines pratiques esclavagistes et discriminatoires. Quelques exemples. À Bankilare, les membres de Timidria sont intimidés, persécutés et certains chefs de tribus destitués, et pire, le secrétaire général adjoint de la sous-section, Mahmoud Al-Mahmoud, privé de sa liberté depuis presque 10 mois et actuellement détenu à la prison civile de Kolo. Tout cela est lié à leur combat contre l'esclavage perpétué par des féodaux locaux qui bénéficient d'une certaine complicité au sein de l'administration. Aussi, constatons dans les régions de Dosso et Tilaberi la persistance encore de l'esclavage par ascendance qui est bien observée dans certains villages où il existe des quartiers d'Abaye ou des quartiers d'esclaves. Prenant la parole, le directeur du cabinet du ministre de la Justice a rassuré l'association Timidria que des dispositions seront prises pour l'institutionnalisation de la Journée nationale de lutte contre l'esclavage. Je voudrais vous rassurer que depuis la tenue de la 6e édition, c'était l'année dernière, le 8 juin 2019, parrainé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Brigitte Raffini, je voudrais vous rassurer, dis-je, que des dispositions sont en train d'être prises pour instituer une journée nationale de lutte contre l'esclavage. Permettez-moi alors de souligner la volonté politique du président de la République et celle du gouvernement à lutter contre les pratiques humiliantes d'esclavage. À titre illustratif, on peut citer l'adoption de lois et la création d'institutions chargées de lutter contre ces pratiques contraires aux instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. Cette 8e édition du plaidoyer pour l'institutionnalisation de la Journée nationale de lutte contre l'esclavage a été financée par le Bureau international du travail BIT à travers son projet Skills. Des élections seront organisées en 2020 dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, à l'exemple du Niger qui se prépare activement pour les élections générales. Dans ce processus et même dans la tenue des scrutins, les jeunes ont leur mot à dire, étant la frange la plus importante de la population au Niger. Quelle est la place des jeunes dans la démocratie au Niger? Réponse dans ce dossier signé Adam Soumana. 2020 est une année électorale pour bon nombre de pays africains, au rang desquels le Niger. Des élections qui visent à renforcer la démocratie dont l'histoire remonte à une trentaine d'années seulement dans la plupart de ces pays. Ainsi, après 3 décennies du processus, la jeunesse qui constitue la plus importante frange de la population jette un regard rétrospectif sur la démocratie au Niger. Grâce à la démocratie aujourd'hui, beaucoup de partis animés par des jeunes sont en train d'être émergés. Ça c'est d'une part. D'autre part, quand vous allez au Parlement, on a quelques jeunes. Ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour vous dire qu'on est loin d'être satisfait. La jeunesse a été toujours utilisée pour animer la galerie pendant ces 3 décennies. Je pense que cette année, qui coïncide avec une année électorale, est une année en or. Une occasion qui a été offerte à la jeunesse africaine, mais aussi nigérienne, pour se réveiller. Vous savez, on ne peut pas continuer à se lamenter et à penser que les autres vont céder leur place. Comme ça ne se fera pas. Hein. Grande fut notre surprise après aujourd'hui 30 ans d'expérience, mais jusque-là on est à la traîne, puisque cette démocratie ne s'est pas véritablement installée, puisque elle n'a pas répondu aux attentes des populations. Parce que les populations des années 90, quand elles avaient exigé cette démocratie, c'est parce qu'elles voulaient qu'il y ait plus de répartition équitable des richesses, qu'il y ait plus d'éducation pour la population, qu'il y ait plus de soins pour la population. On ne peut faire que l'amer constat de voir une démocratie au Niger qui est à terre, une démocratie qui est galvanisée par une injustice sociale, par la corruption, par les privations de liberté et autres. Et on oublie effectivement que c'est à travers une lutte, que c'est à travers un combat que ceux qui sont là aujourd'hui ont mené
il y a 30 ans qu'il y a eu cette démocratie. Une démocratie qui pourtant est à la traîne de nos jours dans le pays, selon ces jeunes qui n'ont pas manqué de relever cet art. Les uns et les autres ne font pas la politique par conviction malheureusement dans nos pays, mais ils le font par pur alimentarisme. C'est juste pour pouvoir manger malheureusement. Aujourd'hui, beaucoup font de cela un véritable métier. Il y a des hommes qui ne travaillent même pas et que c'est la politique là qui est finalement leur gagne-pain. Mais c'est normal qu'ils puissent ruser, qu'ils puissent tromper, qu'ils puissent détourner. La politique, on doit faire cela par conviction. Prenez en Chine par exemple, les députés hautes, ils n'ont pas de salaire. Tu as ton travail, mais tu viens servir la nation gratuitement, il n'y a pas de privilège. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de privilèges dans nos démocraties, même les plus incompétents, ils essayent, ils rusent, ils corrompent pour pouvoir parvenir à ces postes pour ne rien foutre. Et malheureusement, ils servent de mauvais exemples, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui les prennent comme exemple. Aujourd'hui, si vous remarquez au Niger, c'est que la démocratie a créé une fuite de responsabilité. Nous sommes encouragés, nous les jeunes, à tendre vers la cupidité, vers la facilité. Il suffit juste de venir faire une déclaration, il suffit juste de venir ployer le genou vers un homme politique pour avoir ce que l'on veut. On a vu même, s'il vous plaît, des professeurs quitter leur parti après des nominations. Ceux-là qui sont censés effectivement nous apprendre c'est quoi l'intégrité, ceux-là qui sont censés effectivement nous apprendre c'est quoi le savoir-vivre, c'est quoi la bonne citoyenneté. C'est malheureusement le mauvais exemple que la jeunesse est en train d'hériter de leur aînés. Vous allez voir aujourd'hui X qui sort pour dire que s'il est élu, il va changer tout le Niger. Demain, le gars il change de position. On voit quelqu'un qui se dit qu'il est un vrai opposant. Dès qu'il commence à s'affamer, il fait une déclaration pour aller au pouvoir. Donc vous voyez, ce n'est pas des comportements à hériter. Face à cette situation, quelle contribution doit-on attendre de la jeunesse nigérienne? Puisque nous avons vu beaucoup d'aînés faire preuve d'échec, ont démontré leurs limites, mais ce que la jeunesse doit faire, c'est de se ressaisir et de ne pas suivre ces exemples-là. Il faut que nous nous battions. Il faut que la jeunesse nigérienne, en particulier, puisse s'organiser. Et dans l'organisation, je peux vous assurer que la tendance peut être renversée. Nous voulons une transition pacifique entre nos aînés et nous-mêmes. Mais pour ce faire, les jeunes doivent regarder dans la même direction. Leur génération a échoué, la nôtre ne doit pas échouer. On doit défendre des valeurs, on doit être des hommes qui se battent pour protéger cette nation-là, pour être utile à cette nation-là. C'est comme ça que nous allons marquer l'histoire, c'est comme ça que nous allons sauver ce pays-là. Et je vous dis, et nos enfants retiendront de ce que nous avons fait, et même l'histoire retiendra ce que nous avons fait. La question des valeurs est fondamentale. Je ne peux qu'appeler la jeunesse nigérienne à devenir une jeunesse citoyenne et à prendre ses responsabilités vis-à-vis de tout ce qui se passe. Ce pays est malheureusement sacrifié. Nos parents nous ont sacrifiés. Il faut que la jeunesse comprenne qu'il est temps d'oublier l'argent. Il est temps d'oublier effectivement ces avantages qu'on nous propose. Ceux-là qu'on peut obtenir effectivement en travaillant et autres. Ces politiciens sont en train de partir, ils sont vieillissants. Dans 10 ans, ils ne seront plus là. Mais quel pays ils vont nous laisser? On sera obligé, nous, notre jeunesse, de prendre nos responsabilités. On sera obligé d'assumer cette responsabilité qui est la nôtre pour éviter effectivement que le Niger ne sombre dans 15, 20, 30 ans. Quoi qu'il en soit, force est de reconnaître que la jeunesse doit cesser de servir de bétail électoral pour son propre avenir et pour l'avenir de la démocratie dans le pays. Depuis la décision des autorités d'interdire la circulation des motos dans la région de Tillabéri, particulièrement dans le département de Torodi, du fait de la dégradation de la situation sécuritaire, beaucoup se sont orientés vers les vélos qui viennent aussi remplacer les motos, comme l'ont pu constater nos reporters Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Nous ne sommes pas dans une entité du Burkina Faso, mais plutôt dans une localité du Niger, précisément dans la commune de Torodi, avec l'état d'urgence interdisant la circulation des motos, ce qui a du coup conduit à la floraison de la commercialisation des bicyclettes, une aubaine pour les revendeurs. La vente des vélos est vraiment lucrative car je vends de 4 à 5 vélos par jour. Le prix de nos vélos varie entre 37 500 à 55 000 francs CFA. On s'en sort vraiment grâce à Dieu.
On arrive à tirer notre épingle du jeu dans ce commerce. Le prix des vélos varie en fonction de la marque. Par manque de moyens pour acheter une voiture, les gens affluent massivement auprès des revendeurs. Seulement, les prix des vélos sont élevés. Depuis l'interdiction des motos, je marche à pied, raison pour laquelle je suis venu acheter ce vélo. Mais le prix est élevé. Je viens d'acheter ce vélo à 40 000 francs. Si ce n'est pas avec l'interdiction des motos, j'allais payer de vivre avec cette somme. Le vendeur nous demande 60 000, mais on a marchandé pour arriver à un prix acceptable. On est obligé de mettre la main dans la poche pour s'en procurer malgré leur cherté. Bien que le vélo ne peut pas remplacer les motos, la population de Torodi fait avec en attendant la fin de l'état d'urgence décrété par les autorités. L'affaire de détournement révélée au ministère de la Défense continue ne cesse de choquer au sein de l'opinion publique. Nous vous proposons de suivre Tchangari qui se demande si réellement le président de la République a parcouru le rapport qui a été fait. C'est la partie magazine de ce journal. Très bonne réception. J'ai lu le fameux rapport. Le premier fait par l'inspection générale là. J'ai relu ce rapport-là. Puisque maintenant il circule ce rapport d'une certaine manière. Ayant lu, j'ai mesuré vraiment combien c'est grave cette affaire-là. Parce que quand même, je considère que les inspecteurs sont des gens suffisamment sérieux, suffisamment avisés, qui ne peuvent pas produire un tel rapport, ressortir des faits aussi graves, si en fait ils n'ont pas une base solide pour le faire. Et je pense que c'est leur travail. Ils ont ressorti assez de choses graves. Ce rapport est destiné normalement au président de la République et au Premier ministre. Parce que pour les marchés concernant les équipements, les fournitures, les services pour la sécurité et la défense, il y a une procédure spécifique. Et dans le cadre de cette procédure spécifique, au bout de la chaîne, vous avez le Premier ministre et le président de la République qui reçoivent un rapport chaque semestre, ça veut dire chaque 6 mois, et donc qui doivent être au courant de ce qui se passe. L'inspection là doit leur dire bon voilà comment ça se passe, puisque ce sont des marchés pour lesquels on ne fait pas de la publicité, etc. Et pour lesquels il y a des enjeux de confidentialité et autres. Donc pour cette raison, ces marchés-là sont faits suivant une procédure qui n'est pas la procédure habituelle pour les autres marchés publics de l'État. Donc si ces rapports-là révèlent des choses aussi graves, en tout cas un citoyen qui lit, il est dépassé, il est choqué. Il se dit, mais les gens auxquels ce rapport est destiné, si l'ont vraiment lu, devraient ressentir ce que nous tous nous ressentons, à savoir avoir vraiment mal pour ce pays-là. Comment des gens ont pu faire des choses aussi graves? Parce que nous sommes dans un contexte de crise, et même si nous n'étions pas dans un contexte de crise, il y a des choses que vraiment on ne doit pas faire parce que c'est interdit, parce que c'est plus ou moins c'est immoral, etc. C'est contre toutes nos valeurs. C'est-à-dire, je ne parle même pas de constitution ou consort, c'est contre toutes nos valeurs, ce sur quoi nous avons été tous éduqués dans nos familles. On ne peut pas trahir les gens à ce point-là, même si on n'était pas dans un contexte comme ça. Maintenant, le fait que nous soyons dans un contexte comme ça, et que les choses sur lesquelles les gens se sont amusés peuvent avoir des conséquences. Le truc, c'est quoi? C'est que depuis quelques années,
à cause de la situation sécuritaire qui se dégrade dans le pays et dans l'ensemble d'ailleurs de la région, pas seulement au Niger, eh bien, les autorités ont entrepris d'allouer plus de ressources au secteur de la défense et de la sécurité. C'est fait au détriment d'autres secteurs, notamment des secteurs comme l'éducation, des secteurs comme la santé, des secteurs comme l'agriculture, comme l'hydraulique, l'accès à l'eau potable pour les populations. Donc on a serré les gens. On a mis en œuvre des mesures d'austérité, notamment par exemple si vous prenez les différentes lois de Genève, celle de 2018 et celles qui l'ont suivi, ont quand même amené des mesures drastiques. On a pressuré les citoyens pour prendre l'argent. On dit on va faire face à ces situations sécuritaires parce que s'il n'y a pas la sécurité, rien ne marchera. Nous, on était un peu sceptiques. On trouvait que c'était peut-être pas un bon choix. Mais beaucoup de gens dans l'opinion trouvaient que peut-être ce choix-là s'impose. Qu'effectivement la sécurité c'est important. Donc mettons beaucoup d'argent. Il y a même des gens qui disaient on peut même mettre tous les budgets de l'État pour assurer la sécurité aux populations, ça vaut le coup. On met l'argent et on découvre maintenant la façon dont cet argent-là a été utilisé. Qu'on a trouvé le moyen d'enrichir quelques personnes. Donc la guerre dans laquelle des gens ont insisté pour nous engager, eh bien, peut-être que dans tous les cas, elle pourrait se faire, mais en tout cas, cette guerre-là, on se rend compte qu'elle est devenue un business. Pour certains. Puisque c'est la guerre qui a fait qu'on fait toutes ces commandes-là. Si on était en paix, peut-être qu'on n'allait pas être dans une course à l'armement et autres. Alors, on voit que c'est un business. Mais cette guerre-là a fait des milliers et des milliers de déplacés. Il faut aller voir à Tillabéri. Il faut aller voir à Difa. Il faut aller voir dans les zones nord de Tawa comment les gens souffrent. Des milliers de gens qui ont été chassés de leur lieu d'habitation. Tantôt par les groupes armés, tantôt par des mesures du gouvernement lui-même. Des gens sont en train d'endurer des sacrifices. Ils sont dans une situation lamentable. Leur survie, là, c'est assuré par des ONG, etc. N'est-ce pas? L'État, lui, on dit, il met son argent pour au moins assurer, lutter contre les groupes. Les ONG, les organismes internationaux subviennent aux besoins des milliers de gens qui ne sont plus chez eux, qui n'arrivent plus à faire leur activité à cause des mesures qui ont été prises, notamment les mesures d'état d'urgence et autres, qui étouffent également la population. Nous avons vu des dizaines d'enfants. Enfin, quand je dis enfants, c'est pour dire des jeunes gens, n'est-ce pas, qui se sont enrôlés dans l'armée, etc., qui ont pensé trouver une issue pour eux. Parce que autrement, beaucoup seraient peut-être au chômage, etc. Et tous ces jeunes gens-là, combien sont morts? N'est-ce pas? Aujourd'hui, si on devait faire les statistiques, c'est beaucoup le nombre de jeunes soldats qui sont morts. N'est-ce pas? Cette guerre-là nous a coûté énormément cher, en vie humaine, en ressources, etc. Et les conséquences indirectes, beaucoup d'autres. Le pays se retrouve aujourd'hui repris pratiquement en main par des puissances extérieures. Parce que pourquoi on a besoin d'une armée, etc. C'est pour défendre la souveraineté d'un pays. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on a fait tout ça. Et puis, des armées étrangères sont là, etc. Donc, je me dis que si ils ont vu ça, les gens qui dirigent ce pays, à commencer par le président de la République, s'il voit ça, s'il n'a rien à voir, il n'a pas besoin d'attendre que des citoyens crient leur colère, interpellent. Dieu lui-même devait se dire, non mais non, c'est pas possible, comment des gens ont pu faire ça? Il devait se sentir lui-même trahi. Si vraiment il n'a rien à voir, il devait se sentir trahi. Parce que ces gens-là, que ce soit les ministres, etc., toute la chaîne,
les directeurs, les machins, tous ces gens qui participent à donner ces marchés, hein, les commerçants qui ont participé, tous ces bons mondes-là, hein, surtout les gens qui sont dans l'administration, c'est lui qui les a nommés. Il les a nommés parce qu'ils pensent qu'ils sont bien pour faire le boulot, n'est-ce pas? Si on voit que ce qu'ils ont fait est trop grave, ils devaient se dire non, ça là c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Il doit prendre des mesures parce qu'il a le pouvoir de prendre des mesures. Ils ont vu ces rapports et la réponse c'était de dire ok, on va appeler ces gens pour faire un arrangement qui rembourse. S'ils ne remboursent pas, s'ils refusent, on va amener le dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant ce qui choque, n'est-ce pas? Devant un rapport qui peut même donner une crise cardiaque, les gens ont été vraiment calmes, zen, sereins. Ils ont réfléchi pour nous proposer une solution qui n'est vraiment pas une, qui montre que ce que nous avons ressenti en voyant ça, ça veut dire que eux, probablement, ils ne l'ont pas ressenti. Pourquoi ils ne l'ont pas ressenti? Est-ce que nous aimons le pays plus que eux? On peut se poser la question. Est-ce qu'eux, vraiment, ils aiment aussi ce pays? Comment ça que de telles choses ne les scandalisent pas et ne les poussent pas à prendre des mesures? On aurait compris même s'ils préconisaient des mesures tellement rigoureuses au-delà de ce qui est prévu par la loi. On allait lui dire, bon, hakuri. On ne pouvait pas aller au-delà de ce que la loi a prévu. Vous ne pouvez pas appliquer, par exemple, un truc vite. Il faut avoir un peu de patience. N'est-ce pas? Vous suivez ce qui est tracé. On n'est pas dans ce cas-là. Donc, ils ont vu quelque chose d'éminemment grave. Maintenant, si le président dit, il se peut, on dit c'est lui qui a commandité l'audit. N'est-ce pas? Et ce n'est pas un audit d'ailleurs, c'est une inspection. On dit c'est lui qui a commandité. Avant ça, il y a eu une fois une inspection qui a été menée sur ces marchés. Sur la période 2011-2017, je crois. N'est-ce pas? 2016, quelque chose comme ça. Cette inspection d'État-là, bon, peut-être qu'elle n'est pas allée au fond. Mais c'est la seule inspection qui a été faite, c'est l'inspection d'État. Mais vous savez, vous, les journalistes et les citoyens qui écoutent, qui suivent ce que des organisations de la société civile font, ça fait des années qu'on est en train d'interpeller, de dire attention, on est en train de mettre beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Il faut qu'il y ait des audits, il faut qu'on sache si vraiment l'argent est utilisé pour ce pourquoi on est en train de donner. Parce qu'on a eu déjà quelques alertes, quelques signes, notamment des signes d'enrichissement, des signes ostensibles d'enrichissement de quelques personnes, les gens regardent les trains de vie de quelques personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont peut-être impliquées dans ça. Les gens vont s'interroger. On a fait une inspection, mais on n'a pas fait l'inspection là, le contrôle a posteriori, celle qui est prévue par les textes. Parce que l'autre aussi est prévu. Mais il y a une inspection, celle faite donc par l'inspection générale des armées et de la gendarmerie, le décret qui régit les procédures de passation des marchés pour les besoins de sécurité et de défense, là, le décret dit clairement qu'un rapport semestriel est produit et transmis au président, n'est-ce pas, au premier ministre. Mais si vous lisez ce rapport-là, qui est là, c'est la première inspection et c'est l'unique inspection qui a été faite par l'inspection générale des armées et de la gendarmerie. Alors que le texte dit que chaque 6 mois, on doit faire ce rapport, transmettre au président de la République. Donc c'est une procédure qui est prévue, on n'a pas suivi ça. Aujourd'hui, on nous dit que 9 ans après son accession au pouvoir, le président de la République a diligenté lui-même une inspection et qu'on doit lui être reconnaissant de l'avoir fait, que ça n'a jamais été fait au Niger.
est-ce que d'abord, avant l'accession au pouvoir du président Issoufou, il y avait un texte qui disait que les marchés de la défense sont gérés selon telle procédure et que chaque semestre, au moins, on doit faire un rapport. Aucun texte ne le disait avant, puisque le décret la date de 2013. N'est-ce pas? Donc avant ça, il n'y avait même pas de texte qui le disait. Maintenant, peut-être ils ont prévu quelque chose qui est bien, parce que faire des inspections chaque 6 mois permettait d'éviter ce qu'on a vu. Mais chaque 6 mois, ils ne l'ont pas fait. En tout cas, c'est ce que dit ce rapport-là. Ce rapport nous dit qu'en fait, cette inspection dont on a les résultats est la première et l'unique qui a été faite. Comment ça? Comment on a pu faire ça? Et puis, regardez, on a vu les gens auxquels on a donné les marchés. On parle de trucs d'armement. C'est des véhicules, c'est des armes, c'est des avions, c'est des munitions, etc. Et on voit que des gens qui ne répondent pas parfois aux critères tels que définis par les textes ont pu faire. Les gens qui font ça là, certains, puisqu'ils sont nigériens, tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Ça veut dire que moi-même, si j'avais été proche de quelques personnes dans le région, j'aurais pu devenir un marchand d'armes. Est-ce que c'est sérieux? Si un jour les gens apprennent qu'on a donné un marché pour acheter des hélicoptères de combat à Moussa Tchangari, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça fait sens? Comment on peut faire ça? Maintenant là, ça là, il y a un truc qui est déjà fait. On veut lui réserver un sort qu'on connaît. Les gens ne veulent pas aller apparemment jusqu'au bout. Apparemment. En tout cas, ils n'ont pas montré qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Donc ce qu'on a à faire, c'est de faire tout pour que ça là, qui est déjà fait, qui est connu, ça là, que ça ne reste pas impuni. On ne va pas juste dire, ok, on a entendu ça. Regardons aussi là-bas. Ouvrons aussi ici. Non. Déjà, faisons avancer ce dossier-là. Moi, je pense que c'est ça. Et je me dis que probablement qu'ailleurs aussi il y en a. Faisons avancer ça. Et une fois qu'on a vraiment fait avancer ça, et que c'est un bon truc, en ce moment-là, on peut dire, ok, on va aussi ouvrir ailleurs pour regarder. N'est-ce pas? Mais faisons d'abord aboutir ça. C'est suffisamment grave. La justice doit rendre justice, tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, il y a des éléments qui sont mis à sa disposition, même si on nous a dit que ce n'est pas le rapport initial qui a été présenté, et même si ce rapport initial ne porte pas le cachet provisoire, mais c'est le rapport. Il semble qu'il y a un second rapport qui a été fait, et que même dans le second, bon, évidemment, entre le second et l'autre, c'est d'abord une question de montant, c'est aussi une question de négociation, etc. Bon, un bon juge devrait pouvoir apprécier et prendre les décisions qu'il faut, puisque aucun des deux rapports, dans tous les cas, ne dit qu'il ne s'est rien passé. Même le second, même si on ne sait pas qui l'a fait et pourquoi il y a un second, etc. On ne sait pas, mais en fait, quel que soit Alpha, il ne dit pas que rien de grave ne s'est passé. Si quelque chose de grave s'est passé, je pense que nous avons des textes de loi qui permettent de sanctionner. Et des responsabilités peuvent être clairement situées. C'est-à-dire, du bas jusqu'en haut, des responsabilités devraient pouvoir être situées dans cette affaire. Et ce n'est même pas aussi compliqué que ça. Donc je me dis que la justice, ce qu'elle a à faire, c'est vraiment de rendre justice. Mais vous savez également que la justice ordinaire ne peut, comment dirais-je, ne peut juger, etc., traiter que les gens plus ou moins ordinaires. Bon, quand je dis ordinaire, c'est peut-être, ils ne sont pas si ordinaires que ça maintenant.
je vais dire les agents publics qui sont sur la chaîne, ceux qui ont fait tel ou tel papier, les fournisseurs, etc. etc. Mais si la justice ordinaire veut entendre des ministres, veut entendre le Premier ministre, n'est-ce pas, qui est dans la chaîne, donc celui qui donne l'avis, les avis de non-objection, etc., eh bien, ça ne peut pas se faire. La justice ordinaire ne peut pas faire. Mais peut mener l'enquête jusqu'à, pourquoi pas, si c'est le cas, arriver à leur porte. Une fois qu'elle est à leur porte, si ça amène, en suivant les traces, si ça amène à leur porte, eh bien, elle va aviser normalement les citoyens en disant, bon, voilà, là où mon travail s'arrête, en Bissau, ça aboutit, là où moi, je ne peux pas rentrer, si la représentation nationale ne prend pas les mesures convenues pour me dire, bon, des choses. Il faut que quelqu'un m'ouvre ces portes-là parce que moi, je ne peux pas rentrer de moi-même. Ça, c'est ce qui doit se passer. Bon, maintenant, ce qui a lieu de choses, une chose aussi, entre autres, il y a des gens donc, qui sont pas, qui pour le moment peut-être ne peuvent pas être parfois même entendus à cause de telle ou telle immunité. Mais il faut que la justice commence pour déjà demander la levée des immunités. En attendant, il y a même sur le plan symbolique quelque chose que le président devrait faire. Des gens ont géré ce ministère, n'est-ce pas? Ceux qui ont géré ce ministère, ils sont où? Ils sont là, non? Et ils sont dans le système. Ils occupent parfois des fonctions. Même si on peut dire que oui, bon, il y a la présomption d'innocence et consort, sur le plan politique et sur le plan moral, sauf à considérer que tout ça là, que donc on a trouvé un inspecteur, ou je ne sais pas, des inspecteurs fous, très imaginatifs qui ont inventé ça, sauf si on pense que ce rapport-là est un roman. Si on ne prend pas ce rapport pour un roman, et qu'il y a quand même si c'est 50% de ce qui est dit qui est vrai, ça veut dire que quelque chose de très grave s'est passé, même à 50%. C'est quand même grave. Et donc, normalement, on devait prendre des mesures. Ceux qui ont géré ces affaires-là, qui ont une certaine responsabilité, ne devraient pas être en place. En attendant, ils peuvent revenir si, évidemment, après la justice montre que, effectivement, voilà. Mais ces gens-là ne devraient pas être encore dans l'entourage des choses du président ou bien dans le gouvernement ou occuper certaines responsabilités. N'est-ce pas? Pour le moment, on peut dire qu'il y en a même qui sont des ministres, non, encore. Au moins ça, le président devait dire, bon, ok, on se débarrasse de tout ça. On a enlevé quelques chefs militaires, etc. Ça ne suffit pas. Il y a quelque chose, des gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont concernés. On devait au moins les mettre de côté pour montrer qu'on respecte les Nigériens. Pour montrer qu'on a eu vraiment mal et qu'on veut aller vers la justice, qu'on a pitié de ce pays, qu'on a pitié des millions de gens qui dans ce pays parfois n'arrivent même pas à manger à leur faim. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Laisser des gens s'enrichir de cette façon. Et quand j'entends aujourd'hui même parmi les soutiens du gouvernement et tout, n'est-ce pas? Même dans les différents partis et autres, je dis, mais les gens ont encore d'esprit partisan dans l'appréciation des faits comme ça. Pourtant, on n'a pas vu le nom de plus de 100 personnes dans ce dossier-là. Est-ce que ces milliers de gens qui sont dans les partis, qui parfois donc sont sur les réseaux en train de défendre, on n'a pas vu en tout cas leur nom dans les rapports. Est-ce qu'ils sont nourris vraiment par ceux qui ont fait ces choses-là? Si même devant des choses pareilles, au Niger, il faut qu'on adopte une attitude partisane. Si on n'est même pas indigné par des choses aussi graves, qu'est-ce qui va nous indigner? Regardez aujourd'hui à travers le monde,
il s'est passé quelque chose aux États-Unis. C'est une personne innocente. À cause de sa couleur, les policiers l'ont tué. Mais c'est devenu un événement mondial. C'est dans le monde entier que les gens sont en train de se mobiliser pour dire non, mais c'est trop grave, on ne peut pas accepter ça. Nous ici, là, combien on a vu? Ils se font étrangler, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'il faut remarquer, c'est vrai, des gens s'indignent, ils en parlent, etc. Mais bon, il faut aussi qu'on aille au-delà de tout ça. Sinon, c'est comme on dit chez les Kanouris, quand tu peux faire des condoléances à quelqu'un qui est en train de mourir de faim, sa réaction risque d'être de dire hey, moi-même je me cherche. Il n'est même pas en mesure de recevoir les condoléances, tellement il est tenaillé par sa propre faim. Donc aujourd'hui, c'est comme si nous sommes tellement tenaillés par la misère ambiante, les difficultés au quotidien, qu'on n'arrive même pas à s'indigner et à dire que ça, c'est quelque chose de grave. Donc on veut, en fait, il faut qu'on prenne conscience qu'on est en train de devenir autre chose que ce que nous devons être. Des hommes doués de raison, doués de bon sens, soucieux de leur dignité, qui ne doivent pas accepter qu'on puisse faire des choses de ce type-là. Et puis les gens vont continuer à nous regarder, à nous narguer dans les yeux. Chikenan, on ne peut rien faire. Donc nous sommes comme ça, on va regarder les gens qui meurent, les gens qui souffrent, et sur les dos desquels les gens vont s'enrichir. Bosuda Oba, ils n'ont personne qui va avoir mal pour eux. Non, mais c'est pas possible, c'est pas croyable ce qui est en train de se passer. Moi, en tout cas, je suis éminemment révolté par cette affaire. Et ça me fait de la peine de voir que, apparemment, certains qui peuvent faire quelque chose ne veulent pas faire, n'est-ce pas? Et ceux qui ont fait, apparemment, ils n'ont pas de remords, ils ne montrent pas de signes de grand regret, à part un des premiers à voir ça et qui s'est vraiment indigné et qu'il faut saluer, le professeur Katampé. Lui, quand il a vu ça, il s'est vraiment indigné. Il a dit comment des gens ont pu faire ça. Il s'est même dit, si d'autres voient ça, c'est foutu, c'est grave. C'est grave pour ceux qui ont fait. Mais ceux qui ont fait, ils ne sont pas ailleurs. Ils sont là. On peut les voir, ils se baladent, etc. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça là, c'est pas acceptable.